Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous savez, c'est le deuxième numéro de votre nouvelle émission Mercredi Politique qui s'installe chez vous. Et ce soir encore, nous allons pouvoir débattre avec des citoyens de ce pays. Ils ont leur opinion sur le sujet de ce soir. Vous savez, les législatives du 28 avril 2019 restent l'actualité au Bénin. Le défaut de consensus a suscité beaucoup de réactions et beaucoup appellent d'ailleurs à la réaction du chef de l'État. Constitution du 11 décembre 1990, limite et étendue des pouvoirs exceptionnels du chef de l'État. Nous allons en parler. Maintenant, est-ce que les prérogatives, les articles, beaucoup d'articles sont cités? On va pouvoir analyser tout ça avec nos invités. Je voudrais vous présenter le premier, Urbain Amekbeji. Il est membre fondateur de l'Union progressiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, nous avons Lazare Ronsa. Il est le président de l'Association des jeunes juristes du Bénin. Il est juriste, donc. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Joël Ataï Gedegbe. Il est le président de Nouvelle Éthique, acteur donc de la société civile. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Voilà, comme je le disais, le défaut de consensus a pour conséquence un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais la première question, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, Urbain Amekbeji, vous vous attendiez à un défaut de consensus ou à un consensus de la part de nos politiques qui se retrouvent au Parlement? Non, je ne m'attendais pas à un défaut de consensus. Je m'attendais à ce que, on peut tirer sur la corde, mais au dernier moment, que les uns et les autres aient le courage et quand même fassent l'effort que les uns aillent vers les autres. Moi, je m'attendais à ce qu'ils s'entendent, parce que l'enjeu est de taille et que les gens fassent des concessions. Parce que quand on parle de consensus, c'est que, on était peut-être dans une position et on est appelé à concéder, à aller vers l'autre pour que nous puissions avoir un consensus. Moi, je m'attendais à ce que on puisse trouver ce consensus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'étais beaucoup déçu et un peu affligé par cette situation. J'ai même noté que ceux même qui avaient besoin de ce consensus pour en profiter n'adoptaient pas la position douce, à mon avis, qu'il faut pour pouvoir aller vers ce consensus. C'est déplorable, c'est dommage et peut-être que tout n'est pas terminé. Voilà, on va certainement en parler. Lazare Moussa, vous êtes déçu tout comme Urbain Amekbeji? Moi, je ne suis pas déçu. Je suis étonné d'entendre dire qu'il n'y a pas consensus. Parce que pour moi, on n'a pas le choix. On doit aller vers le consensus. Et donc, le fait de venir constater le consensus, je me demande sur quelle base on constate l'absence de consensus. D'autant plus qu'on veut aller à une élection où il faut avoir forcément toutes les composantes de la société, notamment les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques qui manifestent le désir d'aller aux élections doivent y aller. S'il y a des gens qui n'ont pas pu y aller, il faut ensemble décider, régler le problème. Ce n'est pas de s'arrêter et dire le consensus s'arrête. Donc je pense que peut-être c'est un jeu politique qui se fait et qu'avec le temps, on reviendra rapidement sur ça. Sinon pour moi, le consensus, on continue de rechercher. On continue, le consensus devrait être recherché au Parlement. La session est terminée depuis, je vous pose la même question, Joël Ataï Gedegbe. Vous étiez déçu aussi du défaut de consensus qu'on a observé au Parlement? Sans doute. Encore faut-il prendre la mesure des choses. Les différences sont là, l'unanimisme n'est pas ce qui est recherché, et que sache. Et donc, s'il n'y a pas, il faut être à deux pour se faire des concessions, il faut être capable d'entendre l'autre et d'aller vers lui. Et peut-être que ça n'a pas été possible à un moment T, mais à un autre moment, cela serait-il possible? Ça reste à vérifier. Quelles conditions mettre en place pour rendre cela possible? C'est autant de questions qu'on continue de se poser, parce que on se retrouve dans une situation quasi inédite, voulu ou pas voulu des uns et des autres. Et le fait est que nous sommes quelque part embarqués dans une situation qui ne manque pas d'inquiéter, d'interpeller à tout le moins. Et sur la capacité
de notre élite politique, de notre classe politique, à faire le sursaut ou les efforts que l'ensemble du corps social semble attendre pour qu'il y ait assez d'assurance que les lendemains seront pacifiques, seront apaisés et nous permettront de vaquer voilà, dans une certaine confiance à nos activités et d'espérer un meilleur être pour chacun de nous. En tout cas, ce défaut de consensus observé a révélé un certain nombre de choses. Est-ce une ignorance vis-à-vis de notre loi fondamentale ou est-ce véritablement de la lumière qu'on apporte pour un certain nombre de populations qui étaient peut-être ignorantes de nos textes en vigueur? Beaucoup d'articles ont été cités par rapport à la Constitution, par rapport aux prérogatives du chef de l'État. Et déjà, je voudrais, chers invités, avant de pouvoir poursuivre avec vous, je voudrais vous faire suivre cet élément. C'était lors de la quatrième session, l'ouverture de cette quatrième session, où l'honorable député Nourénou Atchadé demandait déjà, que ce soit à la Cour constitutionnelle ou que ce soit au président de la République, qu'il pouvait aider à pouvoir avoir des élections plus larges. Donc nous allons pouvoir l'écouter et revenir sur ce plateau. Qu'on puisse utiliser l'article 114 qui dit que la Cour constitutionnelle est l'organe qui régule le fonctionnement des institutions et que, partant de ces prérogatives, que l'article 74 puisse constater qu'on ne peut pas installer la 8e législature dans le délai constitutionnel et par conséquent, pour ne pas avoir un vide juridique, proroger de 45 jours l'actuelle mandature. Et ceci fait, nous n'allons pas toucher à la révision de la Constitution. Ou bien le président de la République constate qu'il y a difficulté et qu'il utilise les prérogatives de l'article 68. Et ses prédécesseurs l'ont fait, lui-même il peut l'utiliser pour proroger, pour demander une prolongation du mandat des députés. À Megbedji, l'article 68 est revenu plusieurs fois dans les différentes réactions, dans les différents appels. Et vous avez encore entendu aujourd'hui l'appel de Célestine Zanou, sauf qu'elle a fait référence à d'autres articles. Mais vous avez déjà entendu le professeur Victor Tokpanou et d'autres citoyens également. Quelle est votre lecture, justement? On vous a d'abord dit, par rapport à ce que dit le député Nourénou Atchadé, c'est quand même un peu curieux que pendant qu'il a le pouvoir, lui, en tant que député, de voter une loi, il préfère envoyer la balle à la Cour constitutionnelle et au chef de l'État. Il est membre d'une institution qui aurait pu prendre une décision. C'est eux qui ont voté la loi. Ils peuvent encore voter une nouvelle loi. Et c'était ce qui leur était demandé. Alors, comment se fait-il que, alors qu'on a les prérogatives, on préfère dire la Cour constitutionnelle régulatrice des institutions? Et je ne sais pas comment la Cour peut régler je ne sais pas. L'article 114 auquel il fait référence dit que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que la Cour peut faire? Elle va prendre une décision pour proroger le mandat, ou bien elle va prendre une décision pour dire quoi? Pour reporter les élections? Je ne crois pas. Ce n'est pas mon avis. De toute façon, cette thèse a été écartée par plusieurs. Je ne crois pas que ce soit possible parce que donner cette prérogative à la Cour constitutionnelle est dangereuse. Elle me semble un peu dangereuse. Ensuite, on a évoqué l'article 68. L'article 68, qui est un pouvoir exceptionnel du chef de l'État en cas de danger, en cas de non-fonctionnement des institutions et tout cela. Le chef de l'État prend des mesures et en informe la nation, puis l'Assemblée se réunit de plein droit pour dire le délai au-delà duquel le chef de l'État ne peut pas prendre de nouvelles mesures exceptionnelles. La question, à mon avis, était que il eût été plus simple
plus admissible que ce soit à l'Assemblée, c'est-à-dire les élus du peuple, que le consensus puisse se faire et que le vote d'une loi dérogatoire ou comme on peut l'appeler, modificatrice, je n'en sais rien, puisse se faire de manière à ce que ce soit l'émanation du peuple. Plutôt que de demander au chef de l'État de prendre des mesures qui, parfois, dans certaines situations, on l'accusera encore de dictature plus tard. Je ne crois pas que c'est la bonne idée. Et quand c'est des députés qui le demandent, ça devient suspect. Pourquoi? Le travail que je peux faire, je ne le fais pas et je préfère demander à l'autre. À mon avis, l'utilisation de l'article 68 pourrait nous amener à une certaine dérive. J'ai écouté ce matin le président du FONAC demander, insister instamment, demander au chef de l'État de prendre l'article 68 pour mettre entre parenthèses les lois votées. Alors, donc l'article 68 peut permettre au chef de l'État de mettre entre parenthèses des lois votées et promulguées. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, demain, lorsqu'une loi ne va pas plaire au chef de l'État, ne sera-t-il pas tenté de reprendre l'article 68 pour mettre cette loi entre parenthèses alors que l'Assemblée nationale l'a votée? Moi, je pense qu'il ne faut pas aller à cette extrémité. L'esprit de l'article 68 est que, en cas de dysfonctionnement grave, peut-être qu'il faut le lire, le français, c'est écrit en français, c'est vrai que ce n'est pas notre langue, bien entendu, mais bon, c'est ce que nous avons comme langue officielle. Même. L'article dit que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate, et que le fonctionnement, on n'a pas dit où, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que l'esprit de l'article 68, à mon avis, tel que libellé par nos pères fondateurs de la Constitution, c'est que des événements graves surviennent dans la République et nous empêchent de pouvoir exécuter nos engagements ou que l'intégrité du on est attaqué par une armée, je sais pas, ou bien par des gens, ou que les institutions soient réellement menacées d'une certaine... Et que, du fait de cette menace-là, le fonctionnement régulier est interrompu ou est gravement menacé. Aujourd'hui, vouloir l'utiliser parce qu'on n'a pas pu avoir le consensus qu'on aurait pu avoir au Parlement pour sortir d'affaires, me semble être une surutilisation qui va créer un précédent grave. Parce que, je résume, on n'a pas pu, on a des lois qui nous sont difficiles d'application, donc c'est ce qu'on est en train de dire. Le chef de l'État utilise l'article 68 pour mettre en parenthèse ces lois. Demain, lorsque... Ce sera une boîte à Pandore. Une boîte de Pandore, quand ça va lui arriver à nouveau qu'une loi ne lui plaît pas, comme on a eu un précédent par le cas. Et de toutes les façons, la prise de l'article 68 dépend de lui. Et donc, on ne pourra pas l'empêcher de prendre à nouveau l'article 68 pour mettre en parenthèse une loi que le Parlement aura votée. Et peut-être qu'il aura demandé une deuxième lecture, le Parlement aura insisté pour dire c'est ce que nous voulons. Et il va prendre l'article 68 pour évoquer des conditions. Et comme la Cour, par rapport à sa jurisprudence, ne peut pas apprécier cela, bon, nous allons tomber dans un excès d'utilisation de l'article 68. Je dois finir en disant que il y a eu une certaine utilisation de l'article 68 par le passé que moi, je n'approuve pas. Un certain nombre de choses qui ont été faites dans certaines conditions que je pense que nous pouvions régler autrement parce que l'article 68, dans son esprit, a été libellé par les pères fondateurs pour nous sauver de situations vraiment graves, comme le texte le dit, et non utilisé de façon politique pour nous en sortir.
ça va nous amener à des dérives que moi je ne souhaite pas. Très bien. Lazare Moussa, vous avez le même regard? J'ai un regard complètement différent. Et pour mieux exprimer ce regard, il m'est très important de rappeler dans quel esprit le constituant a instauré l'article 68. Et si vous voulez, on reviendra sur l'article 114 dont a parlé mon aîné Hubert Megbedi, sur lequel je veux bien revenir pour reclarifier un certain nombre de choses sur le rôle de la Cour constitutionnelle en tant que régulateur des institutions. Il est très important que qu'on ne se trompe pas aujourd'hui, parce que demain on aura besoin de cette même Cour constitutionnelle qui, par le passé, nous avait aidés et qui demain va encore nous aider. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes que nous allons refuser de faire usage de la Cour constitutionnelle, du juge constitutionnel tel que ça se fait partout en Afrique et dans les pays de grande démocratie. Je voulais commencer par l'article 68. Alors, l'article 68 donne des prérogatives législatives à l'exécutif, sinon au patron de l'exécutif. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, se charge de l'exécution des lois et veille au respect des décisions de justice. Il assure la cohésion nationale. Il est le garant, le père de la nation, comme on le dit, il est le garant du fonctionnement de l'État et de la nation. Il représente, donc il assure la représentativité. En tant que tel, on lui dit, si le Parlement devrait en arriver à une situation où il y a de blocage et que le Parlement ne peut pas agir, ne peut plus être capable d'agir, toi, tu es capable d'agir à la place du Parlement. S'il y a une situation dans laquelle nous sommes bloqués, nous avons besoin de solutions dans le fonctionnement des institutions pour respecter les engagements à l'international, pour respecter pour la mise en œuvre même du système constitutionnel. S'il y a des problèmes et que nous nous retrouvons en situation où le Parlement est incapable de retrouver de solutions législatives et que la solution dont nous avons besoin est une solution législative, toi, président de la République, je te donne prérogative de prendre par ordonnance une décision qui a valeur de loi. Ta décision devrait être normalement appelée décret. Mais pour cette circonstance, je l'appelle ordonnance. Ordonnance qui a valeur de loi, qui a même valeur que la loi que le Parlement s'est réuni dans son ensemble pour voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République est invité à intervenir dans une situation donnée. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Voilà, je vous ai expliqué l'esprit, ce que veut le constituant. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans une situation où le fonctionnement de l'Assemblée nationale est menacé. L'article dit quoi? L'Assemblée nationale, par exemple, s'est retrouvée tout de même à la 4e session. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est... L'article 68 dit ceci. Et quand il parle des situations, il dit le fonctionnement régulier du pouvoir public et constitutionnel est menacé ou interrompu. Menacé. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement, dans son existence, n'est pas menacé? Vous pensez quels sont les indices ou les indicateurs de cette menace, par exemple? Qui de nous peut dire que le 28 prochain, les élections vont se dérouler correctement? Non, vous parlez du fonctionnement du Parlement. Oui, quels sont les indicateurs? Pour que le Parlement fonctionne bien, oui, il faut que le 15 mai prochain, il y ait un nouveau Parlement. Tout à fait. Il faut un nouveau membre. Selon les autres auront fini leurs 4 ans de mandat, le mandat de 4 ans. Et il faut un autre Parlement. Et il faut une élection pour désigner ceux-là. Et les élections se tiennent le 28 a été prévue pour le 28. Tout à fait. Ces élections sont menacées de part et d'autre. Personne d'entre nous ici ne peut dire que le 28, tout va se passer bien. Parce que chaque jour, quand on quitte chez nous, on va au boulot, on rend grâce à Dieu. Si on n'entend rien, dès qu'on entend on a attrapé quelqu'un en prison ou quelqu'un est arrêté, tout le monde a peur dans le pays. On est dans une période où tout le monde a peur. Quand ça tourne mal quelque part, on a peur. Même quand vous entendez un petit bruit, est-ce que ce n'est pas... Nous voyons circuler déjà des chars. Est-ce que ce n'est tout de même pas, Lazare Moussa, si vous permettez, ce n'est tout de même pas de l'exagération. Vous êtes venu dans ce studio. Moi, je vous dis, mais il y a les populations qui vaquent à leurs occupations. Oui, je ne dis pas que nous ne vaquons pas, mais sous la peur. Sous la peur des chars circulent. Ça ne nous rassure pas. Des gens menacent tous les jours. C'est pour votre sécurité. Ça ne nous rassure pas.
Depuis le Parlement, des députés ont menacé. Ça ne nous rassure pas, citoyens que nous sommes. Nous avons élu des députés qui sont là, se chamailler entre eux, ça ne nous rassure pas. Citoyens que nous sommes, ça ne nous rassure pas. Nous avons élu un président de la République, non pas pour qu'il mette des chats. Quand vous parlez du blocage du Parlement, on aura du mal à comprendre quand on sait que, par exemple, pour la 4e session extraordinaire, les parlementaires qui étaient à l'Assemblée nationale, c'est vrai, pour pouvoir ratifier des autorisations, d'accords de prêt, mais également pour trouver le consensus. Il y a une menace que le 15 arrivé au 15 mai, qu'on n'ait pas de parlementaires pour poursuivre. La date des élections n'a pas été reportée. Non, je vous dis, est-ce que vous ne sentez, vous n'êtes pas dans le même pays que moi, vous voyez les menaces qui pèsent sur l'élection du 28? Vous ne voyez pas? Hier encore, il y a quelqu'un qui a été encore écouté et par la grâce de Dieu a été libéré. Et qui voulait faire une marche. Il y a l'opposition qui n'est pas dans la marche pour les élections. Et que l'élection va se dérouler entre le BMP, qui est composé de 2 partis essentiels, c'est-à-dire... Pas de partis, le PRD n'est pas parmi les partis qualifiés. Voilà, il y a 2 essentiels, j'ai dit essentiels, ça veut dire qu'il y a d'autres. Très bien, avant de vous retrouver, je voudrais quand même permettre à... Vous n'avez pas permis de finir, vous avez mis sur votre ligne. Permettez-moi de revenir sur l'article 114. C'est pour éclairer... L'article 114, il est important que nous disons. Parce que tout à l'heure, même si le président prend des actes, on va revenir tout à l'heure à l'article 114. Et la Cour constitutionnelle va encore prendre une décision. Quel que soit Alpha, à moins que on arrive à organiser les élections le 28 sans heure, ça c'est tant mieux. Mais si on n'arrive pas à le faire et qu'on est à la recherche de solutions, il n'y a pas de solution sans que la Cour constitutionnelle ne reporte les élections. C'est la Cour constitutionnelle qui est chargée de reporter les élections. Et en reportant les élections, la Cour constitutionnelle parfois reporte à une date qui est ultérieure à la date de fin de mandat. La Cour constitutionnelle devrait se baser sur quoi pour le report, par exemple? Pour le report, d'abord, le report des élections, la Cour constitutionnelle agit conformément au nouveau code. C'est le nouveau code qu'il a expressément mis dans le circuit. Sinon, dans l'ancien code, on n'avait pas invité la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle agissait en tant que régulateur du fonctionnement des institutions. C'est le nouveau code qui pose problème même, qui a donné la compétence expresse à la Cour constitutionnelle d'intervenir en matière de report des élections. Mais sinon, auparavant, la Cour n'avait pas une compétence expresse. Elle intervenait simplement parce qu'il s'agissait de réguler le fonctionnement des institutions. Et c'est à ce titre que la Cour a intervenu en 2011, alors même que le mandat des députés finissait le 23 avril, la Cour a autorisé l'organisation des élections pour le 30 avril. Et les députés n'ont été installés que le 15 mai. Regardez-moi ça. Pratiquement un mois de prolongation de mandat. Nous avons vu ça en 2011. La Cour n'a pas, dans sa décision, dit « je prolonge de manière expresse », mais dit « les élections se tiennent à tel moment ». Point final, la Cour s'est arrêtée là. Les élections se sont tenues. Il faut quand même tout c'est bien. Il faut d'arriver pour la Cour. On parle de celui qui est garant du respect de la Constitution. On parle de la Cour constitutionnelle qui est garant. Je suis étonné aujourd'hui que des gens disent qu'on donne trop de pouvoir à la Cour constitutionnelle. Nous sommes ici. La Cour constitutionnelle a rendu elle-même une décision. Le lendemain a rendu le contraire sans que nous soyons morts, sans que notre Constitution ne soit décédée ici. La même chose là. La Cour a dit. Et quelques jours après, elle dit le contraire. Elle parle de la même Constitution. On parle de la même Constitution. Et la même Cour a dit X, et le lendemain, il vient dire Y. Elle vient dire Y. Ce n'est pas forcément à notre avantage. Au contraire, ceux qui aujourd'hui parlent de l'essai de pouvoir de la Cour constitutionnelle avaient à l'époque applaudi. Mais pourquoi a-t-on peur de la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Très bien. Pourquoi a-t-on peur des prérogatives du président de la République? Très bien. On va poursuivre le temps de recueillir tout de même l'avis de Joël Taïgedegbe, le recours. Il y a des appels qui insistent sur le recours de l'article 68. Vous avez la même lecture, par exemple, après avoir écouté tout cela? Non, on ne peut pas s'y jeter. Comme ça, depuis 1990-91, n'avons jamais apprécié que cet article fût utilisé à tort et à travers. Et le débat sera peut-être permanent pour savoir quelle était l'opportunité chaque fois de recourir à cela. Aujourd'hui,
il est probablement de bon ton d'évoquer cela après avoir épuisé d'autres voies quand même qui étaient à la portée de nos législateurs. C'est ça qui est étonnant. Et pourquoi faire du chef de l'État un démiurge? Pourquoi faire de lui un homme tout-puissant, habité ou pouvant recourir? Sachez que l'article 68 dépend est réellement fait appel à une décision, à une motivation discrétionnaire du chef de l'État, qui est insusceptible de toute censure. Une fois que c'est mis en branle, et tenez-vous bien, il faut que l'Assemblée arrive à se réunir spontanément pour arrêter le chef de l'État dans son élan de dessaisissement de l'Assemblée. M. Ronsa disait, une ordonnance, c'est une loi, c'est une législation, c'est une incursion du pouvoir législatif, du pouvoir du chef de l'État dans le domaine de l'Assemblée. Et là, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Est-ce que c'est de ça que nous avons voulu en instaurant l'état de droit démocratique et la séparation des pouvoirs? Je suis de ceux qui critiquent la collusion des pouvoirs. Je suis pour la complémentarité, pour le dialogue, mais il faut que chacun reste dans son couloir. Que même s'il n'y a pas collusion, parce que ça pourrait être péjoratif, mais qu'il n'y ait pas confusion de rôle, qu'il n'y ait pas dilution. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons vu souvent nos législateurs refuser d'aller au vote du budget, qui est une prérogative fondamentale des députés. On s'étonne de ce manque d'entrain quand même. On s'étonne qu'on en est à la 4e session extraordinaire, même si c'est le gouvernement qui généralement impulse les sessions extraordinaires et voire les finances de manière extraordinaire. Les accords de prêt, surtout. Pour les accords de prêt, pour un agenda qui lui est propre, et bien souvent. On s'étonne de cette apathie, de cette léthargie du système législatif chez nous. Si la classe politique manque à ce point d'imagination, d'entrain, et pour nous donner le meilleur d'elle-même, si elle passe le temps à se dédire à la première occasion ou à chercher des occasions de créer des incidents, cela ne peut que perturber le citoyen ordinaire. Aujourd'hui, peut-être que la solution est avec cet article 68, combiné avec les pouvoirs de la Cour constitutionnelle et ce que le Code électoral dit. Mais le Code électoral dit, à son article 50, que les gens doivent s'entendre d'abord. On ne voit pas cela. Mais par quelle opération du Saint-Esprit voudrait-on que la Cour constitutionnelle ou le chef de l'État se substitue aux acteurs eux-mêmes? Ça, c'est la difficulté qu'on a. Et quand on a vu l'attitude des uns et des autres, on pouvait se demander s'il y avait un souci assez profond de construire quelque chose, de s'écouter, de faire les concessions qui pouvaient permettre de franchir un pas. Peut-être pas de tout corriger. On a déploré les difficultés d'application de la loi. Alors, on voudrait que le chef de l'État corrige tout et dise désormais que ça doit être comme ça, mais nous irons très loin avec cette manière de faire. Et il est temps de rompre avec cette espèce d'irresponsabilité. Et il faut que l'on s'assume autant que faire se peut et qu'on s'oublie dans toute la mesure du possible sans voir forcément l'autre en face. Mais c'est le pays qu'il faut voir, le pays que nous sommes censés représenter dans sa diversité. Et on ne peut être gêné, on ne peut être que gêné, effectivement, qu'il n'y ait qu'une tendance qui ait réussi à se sortir d'affaires, peut-être en travaillant de manière plus approfondie, de manière plus ingénieuse. Mais la gêne est là et on aurait pu trouver un autre ton. On aurait pu moins discuter peut-être sur la place publique
C'est beaucoup de regrets d'avoir perdu autant de temps. Au plan législatif, il n'est même pas sûr qu'on puisse introduire à nouveau cette question à l'Assemblée si on s'en tient au règlement intérieur avant une prochaine session ordinaire. Tout à fait, la session ordinaire qui démarre d'ailleurs vendredi prochain. Bon, donc qui devrait démarrer le 15 avril conformément à la Constitution. Donc nous avons pris beaucoup de liberté avec nos responsabilités. J'insiste là-dessus. Il serait temps que chacun voie un peu cela. Et si nous sommes pratiquement le dos au mur avec les contraintes diverses de nos engagements internationaux, des lois que nous avons votées, nous avons un corps électoral qui a été convoqué. Certes, le chef de l'État peut modifier le décret convoquant le corps électoral, mais il a fait son devoir en convoquant le corps électoral, en faisant mettre en branle et en faisant exécuter justement des décisions. Et si on veut construire, ce n'est pas en lui demandant d'annuler de but en blanc la convocation du corps électoral. Ce n'est pas en demandant à la Sénat, à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas en demandant à toutes les institutions de s'aplatir. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. À l'inverse, ce n'est pas non plus pas une injonction à la révision de la Constitution, à la révision de l'article 80, qu'on peut faire baisser la méfiance. Qu'est-ce qui peut obliger, qu'est-ce qui peut nécessiter la modification de l'article 80 qui traite du mandat des députés? En ce qui concerne quand même... Il aurait fallu l'expliquer. Là, je parle du camp de la mouvance qui a semblé dire que c'était la condition sine qua non pour avancer, pendant que en face, les autres disaient « mettez-moi de côté le code actuel ». On va pas... C'est pas comme ça qu'on construit. On ne va pas revenir en arrière. On ne va pas revenir, mais il est nécessaire d'en passer par là, d'en passer par un travail concret sur les textes eux-mêmes. Le statut quo ante ne nous fait pas avancer, ne donne pas l'impression qu'il y a eu une convergence, nous parlons de consensus, de désir de consensus. Et exiger le statut quo ante, c'est pas de toute façon, la révision de but en blanc de la Constitution sans justifier et que des délais soient nécessaires ne construit pas. Donc, nous n'entendons pas suffisamment d'efforts, de voix qui aillent un peu à la réconciliation des choses. Et même si c'est l'opposition qui est requalifiée par miracle, il y a d'autres partis de la mouvance ou d'autres partis qui sont disqualifiés. Et également, dans ce pays, pendant plusieurs années, vous permettez, pendant plusieurs années, on s'est plaint de ce que, voilà, le président de la République au Bénin a beaucoup de pouvoir, véritablement. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait ces appels, par exemple, au chef de l'État, est-ce qu'on ne vient pas encore renforcer et justement engendrer ou du moins provoquer d'autres conséquences fâcheuses pour la démocratie béninoise Hubert Amagbéyi? Vous poserez la question à ceux qui le demandent. Moi, je ne demande pas ça. Non, je voudrais revenir sur quelques éléments. Je crois que nous avons été tous témoins de l'histoire. Je voudrais rappeler qu'avant 2011, en 2006 déjà, la Cour constitutionnelle avait autorisé la Sénat à décaler la date du deuxième tour des élections. Oui. Et le chef de l'État, Mathieu Kérékou, s'y est opposé. Je rappelle ça. Oui. Et a refusé. Et nous sommes allés aux élections, non pas à la date prévue par la Cour constitutionnelle, mais à la date prévue par le chef de l'État. Le chef de l'exécutif. Qu'il vous souvienne. La Sénat était dans l'impossibilité d'organiser, parce que le délai était court. Je crois que c'était 3 jours ou 4 jours. Quasiment, vous étiez membre de cette Sénat, non? Assistant technique. Et la Sénat a demandé à la Cour de l'autoriser à proroger le délai. La Cour a donné la décision et a demandé que la date soit décalée. Le chef de l'État, Mathieu Kérékou, a refusé et a imposé que nous allions aux élections à la date prévue. Je rappelle cela. Deuxième cas qu'évoque M. Hounsa. En 2011, c'était un problème technique, c'est-à-dire l'impossibilité pour la Sénat d'organiser les élections et la Sénat a demandé à la Cour de l'autoriser à proroger le délai. Bon, maintenant, on demande que la Cour se lève elle-même, qu'elle proroge le délai. Comment ça va se faire? Bon, qui va demander?
Qui va le demander? Parce que, puisque la Sénat est prête. La Sénat est prête. Nous sommes dans un cas où la Sénat n'a pas de problème, pour le moment. En fait, nous avons un problème politique, nous n'avons pas un problème technique. Alors, si on a un problème politique, c'est aux politiques de demander. Moi, je ne serais pas pour que la Cour constitutionnelle se lève, alors que personne ne l'a demandé, personne ne l'a saisi. Elle dit, je proroge le délai d'organisation des élections. Je ne crois pas que ce soit la bonne manière. Je rappelle que les 2 fois où la Cour est intervenue dans ce domaine, c'est à la demande de la Sénat. La première fois en 2006, la Cour a autorisé, le chef de l'État a bloqué. La deuxième fois, en 2011, la Cour a autorisé, le chef de l'État a accepté. 2011 pour les législatives. Bien sûr, bien entendu. Bien sûr. Pour les législatives, bien entendu. Donc, c'est pour dire que, pour comparer à la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et donc, on ne fasse pas croire que oui, on a déjà fait ça et qu'il faut le faire. Non, on n'a pas fait ça. La Sénat n'est pas dans l'impossibilité d'organiser les élections et la Sénat n'a pas demandé à la Cour et on dit aujourd'hui que la Cour refuse. Personne n'a rien demandé à la Cour. Nous sommes plutôt dans un problème politique, c'est-à-dire certains partis qui n'ont pas pu se qualifier pour aller aux élections et qu'on aurait aimé qu'ils aillent aux élections. Et donc, ce n'est pas un problème de délai. Et pour pouvoir les autoriser, compte tenu de tout ce que cela va nécessiter comme travail à faire, enfin, préalable pour qu'ils puissent le faire, on pense qu'il y aura un problème. Il faut qu'ils aient plus de temps, parce que la Sénat devra alors changer son calendrier. Mais est-ce que c'est à la Sénat de demander? Non. Mais c'est aux concernés de le faire. Et c'est pour cela que le débat à l'Assemblée, c'est pour ça que je me désolais tout à l'heure, aurait pu amener à ça, à ce que le consensus, on s'entende sur quelque chose, quitte à demander maintenant à la Cour de bien vouloir autoriser pour l'application des décisions qu'on aurait prises, de proroger le délai de manière à pouvoir organiser tout cela. Mais n'ayant pas pu le faire, je ne sais pas ce qu'on est en train de demander aujourd'hui. Est-ce que la Cour s'auto-saisit et dit je constate qu'il y a un problème politique et je le règle, c'est comme ça? Et d'ailleurs, cette thèse de la Cour a été écartée, que vous avez écouté, plusieurs sachants. Ce n'est pas... Et je me rappelle bien qui a proposé cela, c'est le professeur Frédéric Joël Aïvo, et l'audio, la vidéo circule encore sur les réseaux sociaux. Et vous avez écouté beaucoup d'autres, Dandy Nyamo, vous avez écouté Ibrahim Salam, beaucoup d'autres sachants. Permettez-moi de dire ce qu'il a dit. Vous pourrez faire votre comparaison après. Il a dit, le consensus est en marche. Je n'ai vu aucun acteur ni de l'opposition, ni de la mouvance, qui ne veuille pas du consensus. Tous veulent parler, ils veulent discuter. Et la discussion était en marche. Il dit, le consensus est en marche. Tel que le consensus est en marche, vous pouvez vous entendre sur l'essentiel et demander maintenant, soit la Sénat demande à la Cour, soit c'est le président de l'Assemblée nationale qui saisit la Cour sur le consensus que vous venez d'obtenir et cela vous impose un nouveau calendrier et par rapport à cela, demandez à la Cour de vous aider à prolonger la date. Que cela n'a pas besoin de réviser la et maintenant, quand il y a défaut de consensus, donc nous ne serons pas dans défaut de consensus. Nous ne serons pas dans ce cadre. Tout à fait. C'est pour ça que je veux dire, il est important de préciser. Très bien. Permettez-moi. Hubert Megbedji, oui, on y va en train de retrouver plus tard. Monsieur Moussa, on est bien clair que vous avez dit s'ils trouvent le consensus. Donc aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas trouvé article 114, non. Il faut une condition. Vous-même, vous l'avez dit. Il faut que le président de l'Assemblée nationale le demande, après qu'ils se soient entendus. Le cas d'espèce aujourd'hui est que... Il y a défaut de consensus. Il y a défaut de consensus. Le président de l'Assemblée va demander ça sur la base de quoi? Au nom de qui? Qui lui a demandé? La Sénat va demander ça au nom de quoi? Qui lui a demandé? Donc, il y a un préalable qui n'a pas pu être réalisé. Et c'est pour cela que nous écartons l'article 114. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Le consensus ne l'a pas permis. On n'a pas le demandeur de la régulation. Voilà. Donc, par rapport à ça, maintenant, pour revenir à l'article 68, je crois que je l'ai dit, et j'insiste là-dessus,
ne banalisons, n'allons pas trop loin dans ce que nous sommes en train de dire. Si on donne le pouvoir au chef de l'État d'utiliser l'article 68, il l'utilisera à son profit. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui a vous permettez, c'est un pouvoir discrétionnaire. Lazare Moussa. C'est lui vous allez réagir qui détermine les mesures et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est là pour dire je ne suis pas en mesure, s'il vous plaît, je ne suis pas en mesure d'apprécier, la Cour a été claire. L'article 69 dit, comment on appelle, le Parlement se réunit et fixe le délai au-delà duquel le chef de l'État ne peut plus prendre de mesures exceptionnelles. Alors, il aura déjà pris la mesure quand même. Et je dis, donner le pouvoir à un seul homme de prendre les mesures, c'est lui donner la possibilité de choisir la mesure qui lui convient. Et vous voyez un politique choisir une mesure qui ne lui convient pas, qui ne lui convienne pas. Qu'est-ce qui est plus facile que d'être dans les dispositions pour participer à la décision en termes de « je suis concerné, je veux que ça aille dans tel sens, tel sens, tel sens », on s'entend pour dire « voilà ce qu'on va faire ». Plutôt que de demander au chef de l'État, parce que ce que je crains, si le chef de l'État prend une mesure qui ne satisfait pas l'opposition demain, on va dire quoi? On va aller encore à un autre blocage? Ou on va dire que bon, le chef de l'État a pris des mesures qui ne sont pas exceptionnelles? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est dangereux, ce qu'on est en train de demander. Si on dit demain, si le chef de l'État prend les mesures que l'on souhaite, on est en train de le pousser à prendre, et qu'un homme politique, il décide de prendre ces mesures de la manière qu'il veut, et de toutes les façons, vous ne pourrez pas agir là-dessus, je ne voudrais pas que demain, ça devienne encore objet de polémique, pour qu'on dise, ah, il n'aurait pas dû prendre ça, ah, il n'aurait pas dû... Vous n'êtes pas là pour lui conseiller, et vous n'êtes pas là pour le lui demander, et vous n'avez aucun pouvoir de lui dire ce qu'il doit faire. C'est pour cela qu'il faille, à mon avis, qu'on s'entende, c'est mieux. En ce moment, nous participons à la décision, nous influençons la décision, nous disons on est d'accord, on n'est pas d'accord, on discute pour trouver. Moi, je pense que le péché d'orgueil nous a amenés un peu trop loin, les uns et les autres. Le péché d'orgueil est en train de nous tuer. Un peu d'humilité, un peu de concession, un peu de discussion. Après tout, c'est notre pays. La politique, c'est vrai, il faut se donner des coups, on reçoit des coups, on donne des coups, mais à des moments donnés, il faut savoir lâcher un peu pour que nous puissions discuter. C'est dans cet esprit que moi, je pense que si quelque chose est encore possible, nous tous, nous avons en tête que, bon, il pourrait toujours avoir un sursaut pour nous permettre de nous sortir d'affaires. Très bien. Lazare Moussa, vous ne trouvez pas qu'il y a de risques véritablement en faisant recours justement à ces articles-là, quand on sait qu'il y a eu défaut de consensus d'abord, il y a eu rencontre, bien évidemment, du collège des présidents d'institutions, il y a eu le Conseil des ministres a entériné cette décision issue donc de cette concertation avec le collège d'institutions. Maintenant, lorsqu'on insiste sur cet article ou sur les articles 68, 69, est-ce qu'on n'est pas en train de pouvoir ouvrir un peu les indicateurs négatifs pour des menaces sur notre tranquillité? Alors, je voudrais d'abord dire que quand on parle d'excès de pouvoir, de risque d'excès de pouvoir, je voudrais dire ceci. D'abord, c'est la Constitution qui a disposé l'article 68. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'article 68. Mais il y a des conditions, justement. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Oui. Quand on se plaint de cet article, c'est comme si on renie la Constitution. Ce n'est pas nous qui allons créer. Si le chef de l'État se lève aujourd'hui, il prendra. Ce n'est pas nous qui disons la solution peut être là. La solution peut être là et nous proposons la solution. En même temps, on ne dit pas prends un acte seulement. On lui dit oui. Vous pouvez, Monsieur le Président de la République, utiliser l'article 68 pour enlever ces lois qui ont posé le problème. On avance d'abord. Est-ce que ce n'est pas déjà là le problème? Parce que si on devrait, d'abord, il y a eu du temps pour pouvoir faire des séminaires, pour adopter ces lois. Carrément, on met entre parenthèses ces lois. Est-ce que ce n'est pas déjà là le problème? Quel problème il y a là? Combien de fois on ne s'est pas réuni sur 1000 choses et qu'on n'est pas revenu sur ça dans ce même pays?
Combien de fois on n'a pas fait de débat sur le droit de grève ici? Et pourtant, on est revenu encore redonner le droit de grève aux gens. Combien de fois on n'a pas fait des séminaires ici? Combien de fois on n'est pas revenu sur des choses dans ce pays? Sur l'essentiel, on doit pouvoir s'entendre. Sur ce qui doit nous mettre ensemble. Sur la cohésion nationale, on doit pouvoir s'entendre. Ces alentours ne sont pas l'essentiel aujourd'hui. C'est que la nation se retrouve. Qu'on ne dit pas ceux-là, ils sont de l'opposition, ils ne vont pas aux élections. Non. On ne peut pas, dans une démocratie, accepter que l'opposition n'aille pas aux élections. On ne peut pas, dans une démocratie, accepter que des partis soient exclus. Quelles que soient les techniques trouvées, nous savons qu'il y a toujours des techniques si on veut exclure. Quelles que soient les techniques trouvées, ce n'est pas ça le plus important. Mais il faut que nous nous entendons tous pour dire que dans une démocratie, il n'est pas normal d'empêcher des partis politiques qui manifestent leur volonté d'aller à une élection d'y participer. D'autant plus que le préambule de la Constitution a consacré la démocratie pluraliste. Le préambule n'a pas dit simplement démocratie, il dit démocratie pluraliste. Le pluralisme, c'est déjà deux. Le pluralisme? Non, le pluralisme, c'est pas deux. Attention. Non, le pluralisme suppose d'abord, nous ne parlons pas français, nous parlons français, droit constitutionnel. Quand on parle de droit position, sciences politiques, on dit droit, on dit démocratie pluraliste. C'est que chacun est libre de créer son parti politique, de s'organiser conformément. Est-ce qu'il n'y a pas pluralisme? À partir de deux. Je veux que vous compreniez la définition du pluralisme au lieu de vouloir définir. S'il n'y a que deux qui se sont exprimés, mais il y a pluralisme. Mais si les gens s'expriment et n'arrivent pas on ne leur ouvre pas le cadre pour pouvoir le faire, ça pose problème. Il y a plus on est dans le monolithisme aujourd'hui, avec le fait qu'il n'y a que les partis qui répondent, qui ont été créés expressément par le chef de l'État, seul qui va aux élections. C'est que c'est l'expression du pouvoir seul qui existe aujourd'hui. Donc c'est le monolithisme, ce n'est pas le pluralisme. Et donc cela est ne répond pas à la réalité de nos engagements, d'abord à la charte africaine pour la bonne gouvernance et la démocratie, le CEDEAO avec le protocole additionnel sur la bonne gouvernance. Ce sont des engagements que nous avons pris qui sont aujourd'hui menacés. Nous allons à ces élections, nous remettons en cause ces engagements que nous avons pris. Nous remettons en cause ces engagements puisque nous consacrons le monolithisme, l'exclusion de la démocratie, du participe. D'autres ont des avis contraires par rapport à ce sujet, d'autres ont des avis contraires par rapport à ça. On ne cessera jamais. Vous direz ce que vous voulez, mais le droit, la Constitution l'a dit. Quand on dit que le chef de l'État, que c'est un pouvoir de trop, allez questionner le Constituant, c'est le Constituant qui a institué ce pouvoir. Vous l'avez dit. L'article 69 continue de dire « Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer au pouvoir public et constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. » Les mesures prises doivent. Le Constituant ne s'est pas arrêté à dire simplement « J'accorde la possibilité au chef de l'État », mais dit l'oriente. Ces mesures doivent contribuer à faire cela. Et donc aujourd'hui, les mesures que le chef de l'État doit nous aider simplement d'installer un Parlement à temps et d'avancer sur la question. Je veux dire quelque chose. Quand on dit que le chef de l'État a trop de pouvoir et que cet article est un complément encore, ou le fait de l'appeler à prendre une décision est excessif, mais c'est comme si nous ne connaissons pas le droit constitutionnel et la science politique. Aujourd'hui, ce que vit le Bénin, on appelle ça le fait majoritaire. Dans un système de droit constitutionnel, dans un système constitutionnel dans lequel le chef de l'État a une majorité absolue au Parlement, tout ce qui se passe au Parlement lui est directement imputable. C'est ça qu'on appelle le fait majoritaire. Ça veut dire que les deux lois qui ont été votées sont de la volonté directe du chef de l'État, selon la théorie du droit constitutionnel du fait majoritaire. Les deux donc, lois, c'est juste que ce n'est que des personnes qui l'ont représenté pour agir en son nom. Dans la grande majorité, c'est-à-dire la majorité présidentielle, où le chef de l'État est le maître à bord, qu'il le prenne lui-même, qu'il le fasse prendre par ses députés qui le représentent dans la majorité.
au nom du fait majoritaire que le Bénin vit aujourd'hui. C'est toujours de lui que ça vient. C'est vrai qu'on va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais vous savez, la réforme du système partisan, quand vous écoutez Adrien Humbegi en 2015, le chef de l'État n'était pas encore président, et donc tout le monde avait voulu d'une réforme du système partisan, avoir de ces instruments, vous le savez. Nous le voulons encore aujourd'hui. Très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne s'entend pas sur le fait que le chef de l'État est limité? Parce que nous avons une loi fondamentale qui nous sert de référence véritablement de boussole. Non, on n'a pas fini de se chamailler. Qu'il prenne une ordonnance cette nuit et demain qu'on le désavoue pour dire que ce n'est pas ce qu'il aurait dû faire. Sa majorité pourrait le dire, ses opposants également. Imaginez le drame pour quelqu'un qu'on dit tout puissant, de se retrouver en porte-à-faux. Il faut travailler à établir, à vérifier. Et la volonté, c'est pas seulement d'aller aux élections, de construire ensemble quelque chose. On n'en a pas réellement les frémissements, M. Moussa. Je ne sais pas. Puisque pendant que il y a une loi en vigueur ayant enclenché la réforme du système partisan, il y a eu des modifications du code électoral qui sont critiquables. Et en ce que ça a été pris dans une certaine précipitation à la veille des élections avec des dispositions difficiles d'application, notamment ce qui a trait aux mesures transitoires. Chacun convient aujourd'hui que la superposition des chronogrammes crée beaucoup ou a créé beaucoup de difficultés. On n'a pas entendu réellement des propositions simples qui adressent les questions qui fâchent les difficultés. Il y a eu comme une surenchère, il y a comme une attitude en tout ou rien. Et quand c'est comme ça, souffrez que quand on est en situation de responsabilité d'une parcelle de l'État, on s'en tienne à ce qu'on maîtrise le mieux. Le chef de l'État aurait été très mal inspiré à l'époque, par exemple, d'annuler le décret convoquant le corps électoral. Donc, il faut aussi pouvoir lui faciliter la vie. Et il y a eu des attitudes que je ne veux pas nommer de part et d'autre parce que c'est derrière nous, c'est regrettable quand on veut travailler à la paix, quand on veut prôner le dialogue. Et j'ai bon espoir que malgré tout, les uns et les autres trouveront le moyen de renouer le fil du dialogue. Et sans ça, on va chacun s'abriter, se dissimuler derrière tel ou tel autre article. Cher ami juriste, on peut faire dire, je ne vais pas dire exactement le contraire et la même chose à un article donné. En tout cas, et ce n'est pas de ça que notre population a besoin actuellement. J'imagine l'autre situation cocasse où par l'application rigide de la loi, on serait arrivé à n'avoir que des partis dits de l'opposition qualifiés. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et donc nous sommes prisonniers probablement d'outils que nous avons mal évalués, que nous avons mis en place dans une certaine précipitation. Il faut avoir cette humilité-là, de le reconnaître et d'y aller pas à pas. On a voulu corriger beaucoup de choses, mais les mesures mises en place sont révélées monstrueuses, désastreuses parfois. Peut-être que c'est l'apprentissage de la rigueur pour nous tous, de la loi qui doit s'imposer à chacun de nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais quand elle est mauvaise, qu'on en prenne effectivement la mesure et qu'on s'empresse de reconnaître sa part d'erreur et de travailler à l'amélioration de ce qui doit nous gouverner, ce qui nous conditionne dans un état de droit démocratique. Mais pendant que certains se disent de l'opposition, sauf leur respect, combien ont fait la déclaration d'appartenance à l'opposition conformément aux textes qui régissent les partis? Est-ce qu'on peut continuer à encourager cela dans notre vie politique?
le système tel que nous l'avons permet aux uns aux autres de se faufiler. Demain, la majorité... De toute façon, nous avons une assemblée à géométrie variable. Ce qu'on présente comme les partisans du chef de l'État, je ne vais pas engager des paris, mais j'ai bien peur que le chef de l'État ait des difficultés à gérer tout son monde. Et à l'inverse, ceux qui se disent aujourd'hui de l'opposition, le seront-ils éternellement? Et Dieu seul sait. Nous n'avons pas encore trouvé la ligne de démarcation qui permet de situer les uns et les autres par rapport à leurs engagements, à leurs déclarations. Et pourtant, nous faisons avec. Et ça fait 29 ans, 30 ans bientôt que nous prenons ce fonctionnement-là. Voilà. Lazare Moussa, avant de retrouver Hubien Megbegui, mais Lazare Moussa, quand on voit un peu, après le défaut de consensus au Parlement, quand on voit la concertation du Collège des présidents d'institutions et que le Conseil des ministres entérine, véritablement, est-ce que l'on devrait pouvoir toujours espérer qu'on pourrait revenir en arrière? D'abord, je veux le dire, quand vous parlez de collège des institutions, je n'ai pas couru la Constitution, je n'ai vu ça nulle part. Donc, le collège des institutions, ça n'a aucune espèce de valeur juridique pour le processus qui est en cours. Ça peut avoir une incidence politique. Mais juridiquement, la Constitution n'en a jamais parlé. On pourrait même dire que ça remet en cause la notion de séparation des pouvoirs. Quand on voit le président de l'Assemblée nationale se remettre avec le président de la Cour constitutionnelle, le président de la République, tous ensemble pour décider, alors que l'opposition... Mais l'application de l'article 68... Joël Ataï-Guédégui en a parlé. Il pourrait y avoir confusion entre le Parlement et puisque oui, le chef de l'État... La question de la séparation des pouvoirs, c'est deux aspects-là. Il y a le fait de séparer, mais il y a le fait que les pouvoirs doivent s'arrêter. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une interaction entre les pouvoirs de telle sorte que l'autre va pouvoir arrêter l'étendue et l'évolution des autres. Cet excès d'intelligence entre les institutions ne rassure guère la séparation des pouvoirs. Et donc, ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait une certaine collaboration entre les pouvoirs, entre les institutions, mais pas de là, au moment où il y a une situation où le peuple crie, où il y a une bonne partie du peuple réunie au sein de l'opposition qui crie et qui dit « je ne suis pas satisfait, je veux une solution ». Qu'en ce moment, on dise que toutes les institutions se sont entendues pour dire mettons du côté l'opposition et la façon. Ils n'ont pas dit défaut de consensus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. On poursuit. On poursuit, c'est quoi? On fait élection sans opposition. C'est ça veut dire poursuivre là. Vous savez, vous et moi, que poursuivre veut dire faire élection sans l'opposition. On dit que toutes les institutions se sont réunies et dit mettez l'opposition de côté. Ça non, pas. Ça ne semble pas, mais je n'interprète pas. Vous l'interprétez. Poursuivre là, c'est quoi? C'est faire les élections le 28. Et les élections le 28, c'est sans l'opposition, oui ou non? Avec les partis qualifiés par la Sénat. Est-ce que ces partis-là, dans ces partis, parmi les partis qui sont qualifiés par la Sénat, est-ce qu'il y a l'opposition? Est-ce qu'il y a un parti d'opposition? Est-ce que même les partis proches du pouvoir qui ont été rejetés ont été repris? Non, eux aussi, ils ont droit. C'est pas parce qu'ils sont même partis du pouvoir que, bon, on peut les piétiner aussi et on va se taire. À partir du moment où ils sont des partis, ils se sont exprimés, ils ont dit, je veux mettre ensemble, j'ai des idées pour le pays, je veux construire le pays avec vous, j'ai quelque chose à faire, je veux rester avec le chef de l'État, je pense que ces idées m'intéressent, ça rentre en ligne de ce que moi-même je pense, nous pensons. Je ne veux pas prendre le parti d'un parti ici, mais des jeunes quand même se sont manifestés, tels que Moël, des jeunes quand même qui se sont bien exprimés, mais si ils ont des idées à apporter au chef de l'État, pourquoi on va les empêcher d'aller aux élections? Très bien. Nous allons faire un dernier tour de table, malheureusement. Hubien Megbegui, oui, pour finir. Ah, vous ne m'avez posé aucune question, donc j'ai fini. Pour finir, est-ce que véritablement on peut toujours, parce que au-delà de tout, beaucoup pensent également au génie béninois, mais le oui, processus, bien entendu. Il faut espérer que d'ici à là, que nous puissions trouver une porte de sortie, que la sagesse puisse revenir à la maison et que, bon, peut-être que maintenant que tout le monde a senti le danger venir, bon, les uns et les autres vont faire le pas vers, les uns vers les autres, de manière à ce qu'on puisse sortir d'affaires. Nul n'a intérêt à ce que ce pays
tombe dans la violence, comme on le dit et tout ça. Entre parenthèses, je dois dire tout à l'heure que j'ai entendu M. Moussa dire chaque fois qu'on a sorti les chars. Bon, je pense qu'il faut éviter il faut prendre la bonne information. Il faut prendre la bonne information. La colonne de chars qui était sortie n'était pas pour des mesures sécuritaires. Donc, il faut prendre la bonne information. Mais qu'à cela ne tienne, parce que si c'était le cas, ce serait encore dans les rues jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc, je voudrais... Oui, je vous donne l'information. Peut-être que vous ne l'avez pas. Merci beaucoup. Donc, ce n'était pas pour aller faire la sécurité, mais c'était des mouvements d'engins qui devraient aller d'un endroit à un autre. Sinon, si c'était le cas, vous les serez encore en train de circuler. Mais qu'à cela ne tienne. Donc, je voudrais souhaiter que la sagesse revienne, que les acteurs politiques reconnaissent que nous avons un problème politique. Et quand on a un problème politique, des mesures politiques. Et les mesures politiques, ça se prend entre politiciens. Et le haut lieu de la politique, c'est le Parlement. Le Parlement va s'ouvrir le 12 avril prochain. Je ne sais pas, je sais pas bien peut-être. On reviendra. Mais s'il est la mince, c'est-à-dire même s'il y a une mince possibilité de pouvoir s'en sortir, il faut que nous essayions cela pour pouvoir nous en sortir. Sinon, ce serait dommage. Bon, je ne sais pas, on m'a dit que constitutionnellement, 2, ça ne fait pas plusieurs, mais bon, moi je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Malheureusement, on n'est pris par le temps. Umi Amegbeji, membre fondateur de l'Union progressiste. Merci beaucoup, Lazare Moussa, président de l'Association des jeunes juristes du Bénin. Merci beaucoup, Joël Ataï-Guédégbé. Que la paix et la démocratie soient. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis aussi. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Mercredi Politique. Nous aurons du plaisir à vous retrouver mercredi prochain pour un autre numéro.